J'étais là. Oui. Alors, voilà, allez, mesdames, messieurs, voilà, mes collègues de la communauté de communes. Allez, hop. Ok. Voilà, mesdames, voilà. Alors, écoutez, c'est toujours important, symbolique, de pouvoir couper ce ruban. Et voilà, c'est fait. Merci à vous. Alors, avant que mon ami Rémi, maire de Soujal, prenne la parole, on me rappelle qu'il y aura des petites navettes qui, durant la matinée, permettront d'aller d'ici jusqu'aux observatoires. Et alors navette électrique, navette à cheval, navette pédalo. Navette accompagnée. Voilà. Monsieur le maire de Soujal. C'est bon? Vous m'entendez? Bien. Madame la représentante de Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le vice-président de la région Bretagne, Messieurs les conseillers départementaux, délégués à l'eau et aux espaces naturels sensibles pour l'un, et au littoral et à la baie du Mont-Saint-Michel pour l'autre, et qui représente ici le président Chenu, Madame et Monsieur les conseillers départementaux locaux, donc de ce territoire, voilà, en face de moi, Monsieur le président de la communauté de communes, Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes délégués au tourisme et à l'environnement, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les élus et anciens élus, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants de tous les syndicats, fédérations, organismes et associations partenaires, Mesdames et Messieurs les différents directeurs et responsables de pôle ou animateurs à la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les agents municipaux et communautaires, et vous tous, Mesdames et Messieurs ici présents, invités. La commune de Soujal est particulièrement fière, mais aussi très heureuse de vous accueillir à l'occasion de l'inauguration de la maison de son marais. Ce projet, initié depuis plusieurs années déjà par nos prédécesseurs élus, tant communautaires que municipaux, a fait l'objet, à l'origine, d'un débat passionné, s'agissant notamment du choix de l'emplacement. Le marais de Soujal, d'abord, et depuis toujours, zone d'expansion de crues, est désormais réserve naturelle régionale, sous directive Natura 2000, et classé espace remarquable de Bretagne. Il jouit d'une notoriété plusieurs fois séculaire, indissociable de la tradition de loi et appartient depuis des lustres au patrimoine communal. Il y a peu encore, l'ensemble des locaux considéraient que c'était avant tout un site destiné au pâturage des animaux qui leur était réservé. Un lieu dédié aussi aux loisirs, où chasse et pêche, mais aussi promenade, se sont, au gré des ans et des saisons, toujours pratiquées. Ces derniers temps,
le regain d'intérêt pour les zones humides, la biodiversité et l'environnement en général en ont fait un site où convergent et cohabitent scientifiques et amoureux de la nature, ornithologues et botanistes, randonneurs et chasseurs et pêcheurs, mais aussi éleveurs. Ce magnifique équipement que nous inaugurons aujourd'hui sera, à n'en pas douter, un merveilleux outil de pédagogie au service de l'environnement. Une vitrine des atouts du Marais, mais aussi une mémoire des pratiques ancestrales qui s'y rattachèrent à l'adresse des générations actuelles et futures. Elle sera un lieu de culte en hommage à la nature en général et une curiosité pour le tourisme vert. Soujal n'est pas une commune du littoral immédiat. Elle n'est pas non plus à proximité immédiate d'une voie rapide ou de quelque échangeur qui pourrait un jour lui valoir une zone d'activité. Il n'y a guère de doute. L'avenir et le développement de Soujal dépendront de la qualité de vie et des services qu'elle propose, mais aussi de sa capacité à rebondir sur la notoriété nouvelle que lui confère ce site protégé et la fréquentation de la Maison du Marais qui lui est désormais consacrée. Nous voulons croire que cette maison est une chance pour Soujal, à nous, de savoir en tirer parti. Je voudrais, pour terminer, remercier tous ceux qui sont à l'origine ou ont travaillé à la réalisation de ce projet et remercier aussi, à mon niveau, tous ceux qui y contribuent financièrement. Et pour conclure, j'ai promis de ne pas être long, puisque j'en suis le président en exercice, je vous invite à réserver le dernier dimanche de juillet prochain pour participer à la fête de l'Oie dans ce marais aujourd'hui inondé et déguster rôti au feu de bois dans d'anciens fours à pain, ce produit du terroir qu'est l'Oie du Marais de Soujal. Merci. Merci Rémi pour ces mots d'accueil et cette belle présentation à la fois de la commune du Marais et de l'équipement. Monsieur Bernard Clément, voilà, vous allez avoir la lourde tâche d'expliquer à des gens, certains sont des spécialistes, d'autres des néophytes, eh bien voilà, les grands enjeux et les plus-values qui peuvent être apportés par une zone humide, donc des espaces qui à une époque étaient perçus avec certaines défiances et dont aujourd'hui on est persuadé des atouts qu'elles peuvent procurer pour notre environnement. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai la lourde charge et en même temps l'honneur effectivement de vous présenter une sorte de petite conférence, mais j'espère pas trop longue et pas trop absconde, sur la baie et ses marais périphériques, telle qu'elle m'a été demandée. Alors je le fais en accord avec Jean-Claude Lefebvre, qui est ici, et je partage avec lui beaucoup d'éléments qui sont présents. D'ailleurs, c'est même plutôt la ressource sur laquelle je me suis appuyé pour présenter cette petite conférence. Je vous rappelle donc que le professeur Lefebvre a été professeur de l'Université de Rennes, puis du Muséum national d'histoire naturelle, promoteur de la notion d'entité fonctionnelle ou d'unité fonctionnelle pour cet ensemble que constitue le milieu naturel et humain de la baie du Mont-Saint-Michel et de ses marais périphériques. Il a été le leader du projet européen Aerosam et initiateur avec Michel Toury de la création de l'Intersage baie du Mont-Saint-Michel. Cet intersage qui regroupe donc les 4 sages, Couesnon, Célune, C et puis Dol, je crois. Dol, oui, bien sûr. Hein. Puisque, effectivement, le fonctionnement global du système dépend de cette entité. C'est quelqu'un aussi, un ami d'ailleurs, un collègue et ami bien sûr, et qui a fait de nombreuses publications, et bien sûr je ne vais pas vous rappeler les 400 publications, ouvrages qu'il a écrits, mais j'en citerai un seul que je vous ai présenté ici, un magnifique ouvrage
peut-être d'ailleurs qu'il sera dans cette maison, hein, c'est souhaitable d'ailleurs, qui est l'histoire de la baie du Mont-Saint-Michel et de son abbaye, qu'il a coécrit avec Jean-Pierre Mouton, professeur de lettres et membre de la communauté du Mont-Saint-Michel, et André Mourchion, donc, que certains d'entre vous connaissent aussi, naturaliste, photographe naturaliste. Est-ce un hasard si ces trois auteurs sont des enfants de Tron-la-Forêt? Je ne sais pas. Et moi, oui aussi. Bon, voilà. C'est le hasard aussi, sans doute. Hein. La baie, donc, est un espace naturel façonné par l'homme au cours du dernier millénaire. Alors, effectivement, ça peut paraître incongru, mais c'est à la fois un espace naturel et on verra que c'est un espace aussi dans lequel l'empreinte de l'homme est très importante. Espace maritime encore au 7e siècle, la baie terrestre se met en place progressivement et Dole est encore un village, une commune littorale. Dès le Xe siècle, l'homme accompagne, amplifie la construction de la partie terrestre et notamment met en place via des digues des systèmes de polders. Cette transgression dite flandrienne conduit à l'accumulation de matériaux sablo-limoneux enrichis de débris coquillés appelés tangues. Et certains d'entre vous ici ont sans doute été, quelque part, à un moment donné, chercher avec des charrettes cette fameuse tangue pour enrichir les sols plus continentaux de Soujal ou d'ailleurs. L'autre conséquence de cette accrétion, de cette accumulation de matériaux au niveau de la baie, c'est qu'effectivement, au fond de la baie, c'est-à-dire plus proche du littoral, se sont constitués des marais, puisque là, l'eau était retenue, ne pouvait pas être évacuée. Et donc, cette résidence d'eau douce, parfois saumâtre, a constitué à la mise en place de très vastes roselières, de roselières à phragmites. Ce phragmite que vous connaissez et que vous pourrez aller voir tout à l'heure, puisqu'il y en a un petit îlot ici, dans un espace privatif, hors de la réserve, mais néanmoins qui fait partie de la diversité du lieu, de Soujal. Et ces roseaux, donc, ont constitué ce matériau qu'on appelle la tourbe. Ici, une tourbe noire. Cette tourbe noire qui est un matériau qui, aujourd'hui, est parfois cultivé pour le maïs, mais ce qui n'est pas forcément sans poser problème globalement, puisque lorsqu'on cultive cette tourbe, eh bien, on déstocke du carbone. Donc on participe quelque part à l'effet de serre, alors que la création de la tourbe elle-même a été un système de puits de carbone. Bon. Une anecdote, hein, je me souviens quand j'avais 7-8 ans, je crois, être allé avec mon père et un voisin avec la charrette en partant de Bazouges, où nous habitions à l'époque, dans le village de Vrigné, aller chercher à Raux, sur Quénon, des balles de phragmites pour couvrir la maison de chaume où nous habitions. Donc ce phragmite qui était très présent il y a encore une soixantaine d'années dans ces marais a maintenant quasiment disparu, même si maintenant il tend à revenir ça et là du fait d'une certaine déprise agricole sur le système. Alors ces marais sont aujourd'hui en relation plus ou moins étroite avec la baie, et notamment si on se réfère à l'avifaune. Et l'excellente publication qui vient d'être publiée par Bretagne Vivante et le groupe ornithologique roman sous la direction de Mathieu Beaufils, sous la coordination de Mathieu Beaufils, en est une excellente illustration. Cette relation entre ces différents marais, c'est la possibilité aussi de la mise en œuvre de ce qu'on appelle une nouvelle législation, que sont les schémas de cohérence, schéma régional de cohérence écologique, ou encore appelé en acronyme SRCE, qui a pour but donc de remettre en forme, en activité, je dirais en fonctionnement, ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, c'est-à-dire les relations qui existent entre les différents systèmes au sein de ce complexe de la baie et de ses marais périphériques. Mais ces différents marais périphériques ont évolué différemment, de par leur statut foncier, leur environnement et leur déclinaison juridique. Quels sont-ils? Outre ceux déjà cités, de Dole et de Saint-Goulban, je mentionnerai aujourd'hui, faute de temps, ceux associés à la rivière Quénon, et désignés globalement marais du bas Quénon. Alors ça commence effectivement, je dirais, aux portes de Rimou, là où le Quénon s'élargit dans une vallée alluviale plus large. C'est les marais du Pont-Avis, au sud, donc en amont d'Entrain, sur Quénon.
Puis ensuite, il y a le marais de la Folie. Marais de la Folie qui est d'ailleurs depuis quelque temps un espace naturel sensible du département d'Ille-et-Vilaine. Et à ce titre, donc, comme cette réserve naturelle de Soujal ici, bénéficie de moyens pour optimiser la biodiversité. D'autres marais plus au nord, donc ce sont bien sûr le marais de Soujal, et en face de ce marais de Soujal, les marais normands d'Aussay et de Bousset. Et puis, encore un peu plus au nord, il s'agit ici du marais du Ménil, qui est également un statut proche de celui de Soujal. L'objectif à moyen et long terme est de pouvoir assurer une gestion hydraulique qui optimise les fonctions et services rendus par ces zones humides. Et c'est la raison pour laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a créé une zone de préemption sur l'ensemble de ces marais du Bas-Couesnon, bien sûr pour la partie bretonne et non pas pour la partie normande, puisque le département n'a pas d'action, sauf d'essai de conviction, mais c'est plus difficile déjà, d'intervenir sur la partie d'Aussay-Bousset. Alors c'est justement, à titre d'exemple et de contraste, j'opposerai les marais d'Aussay-Bousset à ceux de Soujal. Pourquoi ? Bien parce qu'ils ont eu des aménagements totalement différents, bien qu'ils soient dans le même contexte géologique et contexte écologique. Le marais de Aussay-Bousset, c'est un marais également, ce sont des marais communaux, mais dont la gestion est confiée directement aux agriculteurs à travers des baux. Et le principal mode de gestion de ces marais, ce sont des prairies, soit fauchées, soit pâturées. Donc c'est un statut semi-privé, en fait, de par l'usage, non pas par la qualité foncière. À l'inverse, le marais de Soujal, comme vous savez, est un marais à usage collectif depuis le XVIIe siècle, notamment, et grâce à un pâturage mixte de bovins, de chevaux et d'oies, comme il a été rappelé tout à l'heure. Une autre différence essentielle, c'est que ce marais de Soujal, comme vous l'avez observé aujourd'hui, est inondé, ce qui est normal à cette période-ci de l'année, mais il est surtout inondé aussi parce qu'il y a des aménagements hydrauliques qui ont permis la rétention d'eau libre, permettant l'accès à différents éléments de la biodiversité. Et aujourd'hui même, j'ai demandé à Aurélien tout à l'heure, le marais d'Aussay-Bousset, qui est de l'autre côté du Couesnon, est lui totalement dépourvu d'eau libre. Alors même que son niveau le plus bas est plus bas que celui des marais du Couesnon. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que c'est un marais drainé. Et ce drainage, effectivement, évacue, disons qu'il n'est en eau que lors de périodes de crue momentanées du Couesnon. Mais sinon, effectivement, il n'est plus. Alors, il n'a pas du tout les mêmes fonctions, il n'a pas du tout les mêmes attributs. La valeur du site de rétention ici d'eau, eh bien, c'est que ce marais de Soujal, ici de ce côté, donc, est une des trois principales frayères à brochets de la région Bretagne. Et c'est bien sûr, de fait ici aussi, un site d'accueil privilégié pour les oiseaux d'eau. Il est vrai que depuis quelques années, et grâce notamment à M. Christian Couet, présent ici, que je remercie, il existe une passerelle qui permet le passage entre ces deux entités différentes, aux histoires différentes et aux statuts un peu variés. Ceci permet entre autres de comparer effectivement ces statuts, ces états et ces fonctionnements. Et cette passerelle, qui est, je crois, quelque part en face de nous, de l'autre côté là-bas, permet de franchir le Couesnon. Et c'est probablement depuis la bataille de Nantes en 1937, ça date déjà, où les Bretons ont vaincu les Vikings. Et ces Vikings qui résidaient à Trans-la-Forêt, à Ruffien, dans un camp retranché, ont quitté ce camp retranché en 1939 et ont franchi le Couesnon pour ne plus revenir. Et donc ont, quelque part, créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Normandie. Du moins, bon, néanmoins, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont restés ici. Ma maman avait une amie, Madame Bruffet, qui est une descendante de ces Vikings. Donc, comme toujours, dans toutes les guerres ou batailles, il y a toujours quelques-uns qui restent en résidence. Et petite histoire rejoint la grande histoire, en fait. Bon, mais il ne faut pas oublier que ces marais du Bas-Couesnon reçoivent les eaux du bassin versant et contribuent, selon leur aménagement respectif, à épurer ou non, selon les eaux des ruisseaux qu'on appelle les tributaires. Il y en a un d'ailleurs dont je voudrais vous en
entretenir brièvement, c'est le ruisseau de la Chênelaye en Tran. Il prend sa source en Tran et il débouche dans le marais du Ménil, enfin disons entre le marais du Ménil et celui de Soujal. Ce sont des zones humides de bas-fond que j'ai adolescent, à laquelle j'ai participé à la gestion adolescent. Nous partions le matin de bonne heure, vers 5h, 6h du matin, avec faucilles et fourches, pour aller y récolter les joncs et les rennes des prés. Alors bien sûr, cette fauche, entre disons, la période des foins et celle des céréales, était l'occasion d'une sorte de petite fête locale. On emmenait notre casse-croûte, notre cidre, bien sûr. Et on avait donc ensuite, lorsque le foin était sec, nous le transportions à dos, car ces bas-fonds étaient inaccessibles aux charrettes, même aux charrettes conduites par des chevaux. Donc ces zones humides de bas-fond sont aussi un élément très important du fonctionnement de ces marais et de ces zones humides, parce qu'elles contribuent, ce sont ce qu'on appelle les zones humides de tête de bassin versant. Et Sylvie, qui est ici présente, connaît bien ce principe de fonctionnement des têtes de bassin versant, puisque ce sont les zones de réception des eaux qui vont transiter ensuite pour créer ces ruisseaux qui vont drainer donc ces têtes de bassin versant, et dont la qualité des eaux, bien sûr, dépend de leur environnement. Mais elles ont un rôle essentiel dans les mécanismes d'épuration de l'eau et donc dans la qualité de celle-ci. Tous ces éléments, brièvement évoqués, parce que j'aurais pu rester ici quelques heures pour vous évoquer les fonctions, les attributs, les services écosystémiques, les services rendus par les zones humides, ayant eu l'opportunité et le privilège de participer à des projets européens sur le fonctionnement des zones humides européennes. Bon, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez m'interroger un peu plus tard, au cours de la matinée. Tous ces éléments, donc, et bien d'autres, font que cet espace remarquable, au-delà de la RNR, est inscrit dans différents périmètres de mise en valeur, UNESCO, Natura 2000, mais aussi zone atelier du CNRS, zone labellisée pour les recherches académiques multidisciplinaires. Hier, c'était la zone atelier, dite de Plaine Fougère. Aujourd'hui, cette zone atelier s'est étendue à l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine et s'appelle zone armorique. Et elle est, managée par une amie, une jeune amie et collègue, Sandrine Monet, qui n'a pu être présente aujourd'hui. De fait, aujourd'hui, la zone de Plaine Fougère, et notamment ce marais dont elle fait partie, est qualifiée de site atelier et permet notamment tous les 4 ans de mettre en œuvre ce qu'on appelle les rencontres du CNRS, qui associent la population locale aux chercheurs des universités de Rennes, du pôle agronomique, de sciences et de géographie notamment. Alors bien que retraité, d'ailleurs, je suis toujours associé à ces recherches. La dernière publication dans le mois de janvier de cette année, sous la maîtrise de Sébastien Rapinel, est sur l'utilisation du système Sentinelle, objet de télédétection spatiale, dont le marais de Soujal constitue un lieu privilégié d'expérimentation et d'accumulation des connaissances. La maison de la réserve sera sans nul doute également un centre de ressources pour les visiteurs en lien avec les autres maisons de la baie, celle des polders, celle de la baie, précisément au Vivier, celle des Courtines, et bientôt celle de Saint-Goulban, aussi autre marais noir un peu à l'ouest donc de celui de Dole, mais en connexion avec celui-ci. À l'heure d'Internet et de la 4G, on peut penser que les ressources sont disponibles partout. Mais faut-il encore savoir qu'elles existent? Et quoi de mieux que de confronter les données de la connaissance au concret de l'observation? Ce que permettra, sans nul doute, cette maison de la réserve, et compte tenu notamment de son emplacement. Donc que cet outil soit un lieu de découverte dans de nombreux domaines, et la nouvelle association qui se crée Nature et Culture devra pouvoir contribuer, avec votre aide, à une meilleure approche de la connaissance naturelle, écologique et sociale et donc économique de ce pays de Plaine Fougère. Petit-fils de paysan, fils d'ouvrier paysan, je finirai en évoquant cet accès à la connaissance dont j'ai eu le privilège de bénéficier enfant grâce à la République. En effet, grâce à des bourses, j'ai pu partir au collège de Tremblay, puis ensuite au lycée de Fougères et enfin à l'université.
Et je dis ici, contrairement à ma maman qui a dû quitter l'école à 11 ans pour raisons familiales. Je voulais en votre présence lui rendre hommage pour avoir fait en sorte que je puisse poursuivre les études. Et d'ailleurs, nous allons tout à l'heure, Mireille et moi, la rejoindre dans sa maison de Trans-la-Forêt. Je voudrais citer, pour terminer, un texte écrit par Jean-Claude Lefebvre dans un document qui correspond à une exposition qui a eu lieu grâce aux archives départementales de Vienne sur les polders et la baie, qui synthétise en fait cette conférence, cette mini-conférence que je viens de vous faire. L'histoire de la baie, dont vous pouvez déjà vous imprégner en visitant les maisons de la baie, n'a rien à envier à celle du Mont-Saint-Michel, si prestigieux que soit ce monument. De toute façon, comment pourrait-on mettre en valeur un diamant si l'on néglige l'écrin, cette baie que nous voudrions vous faire aimer? Dernier aussi élément, je voudrais souligner le rôle essentiel d'Aurélien Bélanger, qui a assuré avec passion, et qui assure toujours avec passion et efficience, la mission de gestion de cette RNR et maintenant de cette maison de la réserve. Merci de votre attention. Bernard, pour ces mots à la fois attachés à la belle carrière de scientifique que vous avez réalisée, et vous l'avez rappelé, grâce à la République. Hein, parce que dans cette période un petit peu trouble, là où tout le monde, enfin où beaucoup trouvent qu'on paye trop d'impôts, trop de ceci, trop de cela, il faut peut-être rappeler qu'on est dans un pays où l'enseignement est gratuit. Hein, et la santé, et les transports ne sont pas facturés au prix coûtant, et où il y a plein de services publics qui sont rendus avec de l'argent qui ne tombe pas du ciel, mais qui nous appartient en tant qu'élus, en tout cas, de gérer le mieux possible. Et puis, votre modestie a fait que vous avez beaucoup parlé de vos confrères, il est important, mais voilà, vous ne vous êtes pas présenté en tant que tel. On a bien compris que la commune de Trans-la-Forêt est attachée à votre cœur. Vous pouvez rappeler en 2 ou 3 mots la carrière que vous avez faite au sein de l'université? Alors d'abord, effectivement, mes grands-parents maternels habitaient à La Vendée, en Trans, n'est-ce pas, Madame Lejean? Madame Lejean, qui est maire de Trans-la-Forêt, ici présente, et dont le mari était aussi présent en même temps que moi à l'université de Rennes, pendant quelques temps. Donc oui, je suis né à Saint-Malo, bon, ça c'est le hasard, mais j'ai vécu une part de ma première jeunesse à Trans-la-Forêt, quelques années, et puis ensuite ma mère a migré à Vrigné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un écart de Bazouges, près de la forêt de Villecartier. Je faisais tous les jours 5,5 km à pied pour aller à l'école à travers des routes et des sentiers, et puis 5 km aussi pour revenir le soir. Bon, ça faisait un petit entraînement, c'était pas mal. Mais nous étions libres, nous mettions l'hiver une bonne heure de marche, et l'été on mettait 1h30 à 2 heures, puisqu'il y avait plein d'autres choses à observer le long du bocage, etc. Donc, oui, et puis le hasard a fait que l'instituteur de Bazouges, M. Chancet, que je remercierai jamais assez, a entrepris des démarches pour que j'aille au collège de Tremblay. Et la démarche était effectivement, l'essentiel était que je puisse obtenir une bourse, puisque nous habitions dans une grande ferme de 4 hectares, 5 hectares, dont 4 hectares cultivables et 1 hectare de zone humide, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on était en tête de bassin versant, et donc l'hiver, on était dans la boue, et paradoxalement, l'été, il fallait faire 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Donc j'ai transporté aussi beaucoup de seaux d'eau. Comme on dit en gallo, les seuillotés, il fallait en chercher souvent. Et comme on dit aussi, ça galiotait. Et quand on revenait avec le seau au bout de la ferme, il fallait souvent retourner parce que les seaux étaient à moitié. Il n'y avait pas non plus l'électricité. Bon, il n'y avait pas la télé, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité, pas de radio, pas de téléphone. Mais nous vivions en système semi-autarcique. Et assez paradoxalement, il y avait quand même, on recevait des visites de l'épicière de Bazouges et du
boulanger de Tran-la-Forêt, qui s'appelait Monsieur Lefebvre, le papa de Jean-Claude donc. Et je me souviens que c'est une des rares personnes qui m'interrogeait à savoir comment se passait l'école. Et je ne sais pas si de manière plus ou moins subjective ou autre, je n'ai pas été conditionné par ces questions et qui m'a permis ensuite effectivement de dire pourquoi pas aller à l'école plutôt que de rester au sein de cette magnifique campagne, mais néanmoins assez rude, assez rustique. Et donc c'est comme ça que j'ai été au collège de Fougères, puis ensuite le lycée de Fougères, et enfin à l'université. Donc il n'y avait pas de déterminant de volonté, je dirais, d'atteindre l'université, mais c'était une démarche qui s'est faite progressivement au fil des ans, et néanmoins avec passion et avec reconnaissance toujours. Donc voilà un peu le parcours. Et en fait, effectivement, après, à l'université, j'ai eu la chance de travailler plutôt sur les milieux l'écologie des langues, là aussi, puisque je suis rentré institutionnellement dans l'université après mes études, grâce à la constitution d'un groupe d'études des langues armoricaines sous la conduite, là aussi, de Jean-Claude et du professeur, et aussi de Jean Touffet, dont le père était, non pas de Tran-la-Forêt, mais néanmoins garde forestier de la forêt de Villecartier, donc tout proche aussi de Tran. D'ailleurs, il porte témoignage, je crois, de cette leçon dans le magnifique musée du Sabotier à Tran-la-Forêt, qui est aussi un autre lieu de villégiature, qui est tout le temps ouvert et gratuit, et que je vous invite à aller voir aussi. Et voilà. Donc, ensuite, je suis à peu près à mi-parcours, ensuite passé effectivement, grâce à l'opportunité de rencontre avec des collègues européens et notamment britanniques, faire des études sur le fonctionnement, l'analyse et le fonctionnement des zones humides européennes, à travers différents contrats soutenus par la communauté européenne, l'Union européenne, la communauté européenne au début, puis l'Union européenne, puis aussi aidés, et je les en remercie, par le Conseil régional de Bretagne qui a complété les moyens financiers pour qu'on puisse mener des études et diriger donc un certain nombre de thèses de doctorat, dont celle de Sébastien, effectivement, qui était l'avant-dernière de mon activité professionnelle. Voilà, donc un parcours, vous voyez, qui a permis, je sais pas, j'allais dire un excellent exemple, du moins un exemple d'ascenseur social tel qu'il a pu se faire dans ces années, et qui n'était pas forcément évidente au tout début. Donc il y a une part de hasard, il y a une part de volonté, une part de hasard, une part de rencontre, bien sûr. Merci. Alors, avant de donner la parole à Jean-Pierre Herry et à Louis Thébault, j'aimerais qu'Aurélien Bélanger, voilà, qui a été cité tout à l'heure et qui est quand même la cheville ouvrière de cet équipement, nous rejoigne, parce que c'est un grand timide. Alors, il est grand, on le sait, timide, un petit peu quand même. Voilà, et je crois, Aurélien, que s'il y a une journée où il faut que vous soyez quand même un petit peu sous non pas les feux des projecteurs, mais un petit peu plus à la lumière, c'est bien aujourd'hui. Jean-Pierre, voilà, en tant que vice-président en charge de l'environnement, la communauté de communes, il t'appartient de sublimer cet équipement sur cette dimension environnementale. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence pour l'inauguration de la Maison du Marais. Avant de revenir sur la réalisation de cet équipement à la portée d'un tel outil, je souhaite simplement rappeler l'implication et la détermination de la communauté de communes depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 dans la préservation de ce merveilleux site qu'est le Marais de Soujal. Je tiens donc à rendre hommage aux précédentes équipes communautaires qui ont pu travailler sur le Marais, de sa réalisation jusqu'à sa gestion actuelle, en passant par sa phase de classement. Je n'oublie pas les équipes successives. Aujourd'hui, la communauté de communes... Ah oui, excusez-moi. Je n'oublie pas les équipes successives de la municipalité de Soujal qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour l'entretien et la valorisation du site. Aujourd'hui, la communauté de communes
est grandement investi dans la gestion de la réserve, puisqu'identifié en tant que gestionnaire de cet espace depuis son classement en 2006 par le Conseil régional de Bretagne. Je remercie d'ailleurs la région pour sa confiance et ce soutien dans la gestion du Marais, puisqu'elle contribue grandement au financement des opérations de gestion via l'Europe ERB qui nous attribue chaque année. Cette gestion est établie selon des enjeux définis en fonction des différents rôles fonctionnels du Marais, de la valeur du patrimoine, de son état de conservation et des menaces qui pèsent sur lui. Sur le Marais, 3 groupes d'enjeux se dégagent et sont à prendre en compte pour définir les objectifs de gestion. Du point de vue écologique, vous le savez, le Marais de Soujal joue un rôle primordial à l'échelle de la baie du Mont-Saint-Michel et de la basse vallée du Couesnon, pour l'accueil des oiseaux, la reproduction du brochet et la présence avérée ou à confirmer d'espèces faunistiques et floristiques rares, comme le fluteau nageant, le maintien de la fonctionnalité écologique et la conservation du patrimoine naturel du Marais de Soujal apparaissent comme un enjeu de premier ordre. En outre, afin d'analyser le bon fonctionnement de la réserve et de comprendre d'une manière approfondie le lien entre gestion et état de conservation, nous avons renforcé les suivis et inventaires naturalistes sur le site. Là encore, je remercie l'ensemble des acteurs de la région, des acteurs de la gestion et à Soujal, comme la commune car la commune de Soujal et la communauté de communes n'œuvrent pas seules, mais s'appuient sur l'expertise technique et scientifique de nombreux partenaires, membres du comité consultatif de la réserve. Au regard des intérêts et enjeux précédemment cités, le Marais de Soujal a un véritable rôle à jouer en tant qu'outil au service de l'aménagement du territoire et du développement local. Il faut en effet voir dans la réserve une opportunité permanente de sensibiliser et de responsabiliser le public à l'environnement et à l'écologie. Si nous avons souhaité cette maison du Marais, c'est bien pour répondre à un enjeu. Nous voulons, quelle que soit la saison, pouvoir transmettre cela aux différents visiteurs de la réserve. Nous voulons qu'ils puissent prendre conscience d'une part de ses usages traditionnels et de l'histoire du site et d'autre part comprendre les intérêts patrimoniaux et écologiques du Marais. Aussi son fonctionnement et la gestion et donc prendre conscience de l'importance de le préserver. Pour finir, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. La maîtrise d'œuvre tout d'abord, ainsi que les entreprises qui ont participé aux travaux, mais aussi toutes les personnes et partenaires qui nous ont transmis des éléments comme des textes, des photos, des références bibliographiques ou encore des témoignages. Tout cela a permis d'élaborer les différents outils de la scénographie que vous avez pu découvrir. En toute fin, je voudrais spécialement remercier 2 personnes. Monsieur Yves Guilbeault, ici présent je crois, pour son travail de réalisation en tant que vidéaste amateur. C'est donc le monsieur qui a une caméra dans les mains. Ouais, il doit être juste derrière. Voilà. Hein. Il nous a livré un film de grande qualité sur le Marais aux 4 saisons et nul doute que ce film constitue un atout majeur pour la Maison du Marais. Et monsieur Aurélien Bélanger, à mes côtés, qui a rédigé la scénographie et qui travaille sur le Marais depuis 13 ans maintenant. Je vous remercie.
Merci Jean-Pierre. Louis, en tant que vice-président en charge du tourisme, il y a évidemment une dimension touristique qui ne t'aura pas échappé dans cet équipement et donc dont tu vas nous parler. Mesdames, Messieurs, en vos qualités et grades, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons donc ce matin pour inaugurer la Maison du Marais. Un projet lancé par les élus de l'ancienne communauté de communes du Mont-Saint-Michel en concertation, comme l'a dit le maire de Soujal, avec les Soujalais. Notre nouvelle Comcom a repris le dossier, non pas sans quelques discussions, mais aujourd'hui, le projet est devenu réalité et c'est là l'essentiel. La Maison du Marais, ce sont deux facettes. Une première, que mon collègue et ami Jean-Pierre Herry vient de vous expliquer, l'environnement, et une seconde, le tourisme. En effet, la Maison du Marais vient conforter un maillage de sites structurants sur notre territoire et important pour l'économie touristique locale. Ce sont les maisons de baie, du Vivier, de Cheruet, le Tertre de Dole, la Chapelle Sainte-Anne, le Télégraphe de Chappe, la Maison du Sabot, la Maison du Polder, des Polders, et maintenant la Maison du Marais. Pour le développement du tourisme de proximité, c'est d'ailleurs très important. Cette Maison du Marais contribue à l'aménagement touristique de notre territoire. Elle est pour Soujal un atout pour son commerce local. Elle est pour les hébergeurs une opportunité. Et nous avons voulu que cette maison soit réalisée et soit reliée au plan vélo que nous avons créé. Les touristes, amoureux de la Petite Reine et empruntant nos voies douces, pourront, grâce à une boucle vélo du Couesnon, faire le tour du Marais et des Marais, comme ça a été expliqué tout à l'heure par le professeur, pour pouvoir découvrir donc ces espaces remarquables de Bretagne, et rejoindre ou venir de la Voie Verte au Mont-Saint-Michel. La Maison du Marais, ce sera aussi demain, dans le cadre du plan de gestion UNESCO du Mont-Saint-Michel et de sa baie, un espace important de découverte, bénéficiant, comme la baie, comme le Mont-Saint-Michel, du label UNESCO. La Maison du Marais, c'est aussi un espace de découverte pédagogique de la faune, de la flore locale et migratoire. Nous allons mettre en place, avec les instances du tourisme, que sont les offices du tourisme, le CDT, le CRT, des produits pour les scolaires. La maison est un outil remarquable et équipé pour accueillir des groupes qui seront ainsi encadrés et accompagnés. C'est aussi une opportunité pour les groupes d'adultes de troisième âge de découvrir cet espace. Et la Maison du Marais, c'est enfin un site que notre communauté de communes va intégrer à son programme Échappée Baie, et notre animatrice et toute l'équipe donc de la Maison du Marais et du tourisme de la communauté de communes vont s'occuper de l'accueil, notamment Marion, s'occuper de l'accueil de cet espace, qui va également proposer des randonnées découvertes pédagogiques accompagnées tout au long de la saison touristique. Vous le constatez, ce nouvel équipement a toute sa place dans l'organisation touristique, de la communauté de communes. Et celle-ci a décidé donc de la mettre en place pour que les touristes prolongent leur séjour sur notre territoire et fassent travailler les professionnels de notre région et de notre secteur qui sont là nombreux ce matin. Gageons qu'entre les deux locomotives touristiques que sont Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, la baie du Mont-Saint-Michel, avec son territoire et ses sites exceptionnels, avec aujourd'hui la Maison du Marais, contribuera, grâce au tourisme, à faire travailler les professionnels locaux et contribuera à leur revitalisation des territoires ruraux. Longue vie donc
à cette maison de la baie de Soujal, en baie du Mont-Saint-Michel. Merci. Merci Louis. Alors tout à l'heure on a mis en avant Aurélien qui d'ailleurs a déjà disparu de la circulation. On pourrait appeler Hélène Marion bien sûr, Aurélie, Rosen si elle est là, voilà, de manière à ce que le team tourisme de la Comcom soit mis en avant. Voilà, essayez de faire ça dans un délai à peu près raisonnable. Hélène, où êtes-vous ? Ah, Hélène prépare, oui, d'accord. On est multifonction à la Comcom. Donc Hélène prépare le cocktail. Voilà. Elle arrive. Voilà. Et je pense qu'elle mérite tous vos applaudissements. Voilà. Roselyne et Hélène. Merci. Merci à vous. Il y a 150 ans, Victor Hugo disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Alors 150 ans, c'était il y a très longtemps, mais moi je trouve que ces mots, ils sont malheureusement terriblement d'actualité, parce que, voilà, à une époque où les mouvements sociaux nous montrent que la préoccupation d'une grande partie de la population, c'est plutôt de gérer la fin du mois, eh bien, toute cette dimension environnementale liée à la préservation de la planète semble être un petit peu reléguée au dernier sous-sol et c'est pas forcément très très rassurant. Alors pour autant, il nous appartient à nous les élus justement de surmonter un petit peu ces situations et la communauté de communes du Pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel, mais un petit peu comme le colibri cher à Pierre Rabhi, eh bien se dit qu'elle va continuer à agir à son niveau de manière à pouvoir porter des messages qui permettent de continuer à sensibiliser nos concitoyens sur ce sujet un petit peu compliqué parce que, on le sait bien, les pratiques instantanées n'impactent pas forcément de manière immédiate les choses, mais vont avoir des effets dans 10 ans, dans 20 ans, dans parfois beaucoup plus longtemps et l'égoïsme peut parfois nous faire penser qu'après tout, les autres trouveront la solution et que voilà, il va se passer, tous les problèmes vont se régler tout seuls. Alors c'est important de se dire que la Comcom, au travers de cet équipement, va justement contribuer à faire preuve de pédagogie auprès de nos concitoyens de manière à les sensibiliser à cette dimension importante. En y réfléchissant bien, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, cette inauguration, c'est à la fois un début, mais c'est aussi un aboutissement. C'est un début parce qu'en effet, ça a été dit, une des choses un petit peu complexes en termes de communication sur ce marais, c'est de se dire que lorsque les gens viennent sur place, donc essentiellement quand il fait beau, l'été, il y a évidemment beaucoup moins de choses à voir qu'en ce moment, où le marais est en eau, où les oiseaux sont là, et où, voilà, c'est forcément plus parlant de voir un marais en eau que des prairies. Et donc, voilà, au travers de cet équipement, la maison du marais, bien au travers de la scénographie qui a été mise en place, il va y avoir cette possibilité de comprendre que c'est pas parce qu'au mois de juillet, on voit des champs, on voit de l'herbe, et bien que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est aussi un aboutissement, parce que les informations qui sont partagées dans cette maison, les propos aussi qui ont été rappelés par le monsieur le maire de Soujal, par Jean-Pierre Herry aussi, vice-président en charge de l'environnement, rappellent qu'il y a, voilà, l'histoire du marais de Soujal n'a pas commencé en 2019, mais il y a déjà plusieurs siècles que les fonctionnalités apparaissaient, qu'il y a eu toute une époque où l'enjeu c'était l'appropriation des terrains. Voilà, est-ce qu'il faut que ça reste un espace géré collectivement, ou est-ce que la propriété privée n'avait pas un petit peu la tentation de venir s'accaparer les espaces et on sait que les espaces gérés collectivement, c'est quand même un petit peu l'exception en France, et à ce titre-là, le marais de Soujal est assez exemplaire, et il faut rendre hommage à tous ceux qui se sont succédés de manière à veiller à ce que ce qu'on a la chance de bénéficier aujourd'hui,
eh bien, soit toujours dans une dimension collective. Ça a été aussi une démarche de préservation, parce que les zones humides, à une époque, c'était pas forcément hyper bien vu. Alors Bernard a rappelé un certain nombre d'événements assez valorisants. Moi, je voudrais, alors je vais faire mon acte de contrition, mais vous dire que lorsqu'en 1982, je suis devenu ingénieur agronome, mon mémoire de fin d'études, c'était l'assèchement d'une zone humide. Voilà, alors, monsieur le professeur, ne faites pas les gros yeux, hein, mais voilà, j'ai beaucoup pêché, parce qu'après, j'ai même fait des horreurs, mais voilà, bon... ensuite, voilà, j'ai un petit peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, et ben je me suis converti, un certain nombre de vérités me sont apparues, et aujourd'hui, je vous l'assure, voilà, je ne pêche plus. Et non seulement, ceux qui me connaissent un peu, ça, voilà, que je déploie quand même beaucoup d'énergie de manière à partager des messages qui soient justement d'être très attentifs par rapport aux choses qui nous entourent. Et donc, voilà, préservation et puis valorisation aussi, l'enjeu, et ça a été rappelé, c'est grâce à la région Bretagne, eh bien, de pouvoir qualifier d'espace remarquable un paysage qui, je vais m'autoriser, j'espère ne vexer personne, mais qu'on peut considérer comme étant assez banal. C'est pas le Mont Saint-Michel et sa baie, c'est pas la Pointe du Raz, c'est pas le massif du Mont Blanc, c'est pas le désert de Gobi ou les grands canyons du Colorado, mais malgré tout, voilà, c'est un espace remarquable. Il faut en être convaincu au travers des fonctionnalités. Donc je voudrais, pour ça, voilà, justement, saluer tout le travail de ceux qui, depuis des siècles, des dizaines d'années, se sont succédés de manière à nous léguer quelque chose de qualité aujourd'hui, et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il est important de mettre en avant, de rappeler, voilà, toutes les richesses biologiques, que ce soit faunistiques, floristiques, et avec, donc, à la fois, ça peut être des inventaires qui rappellent qu'un certain nombre d'espèces rares sont présentes ici, mais c'est aussi pouvoir partager avec la plupart de nos concitoyens des réalités de la vie animale qui sont surprenantes. La migration, hein, quand on y réfléchit quand même, se dire que c'est petit. Alors quand on voit un canard ou une oie, on dit voilà, c'est plus gros, ça a plus de force, et puis on comprend bien que c'est pas terrible de passer l'hiver en Sibérie, donc on comprend que c'est assez logique de venir chez nous. Mais pour les hirondelles, voilà, des petites bêtes, hein, qui elles viennent du sud vers le nord, et le coucou qu'on va commencer à entendre dans quelques semaines, hein, quand on entend le cri du coucou, c'est une espèce qui est essentiellement migratoire et qui vient de l'Afrique australe. Hein. Imaginez, voilà, que c'est des choses qui sont quand même assez extraordinaires en termes à la fois de capacité physique et puis cette capacité à s'orienter et à revenir d'année en année au même endroit. La reproduction aussi du brochet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à imaginer, et c'est voilà, des choses un petit peu extraordinaires, en tout cas importantes à pouvoir valoriser. Donc je voulais féliciter tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cet équipement, que ce soit pour la conception, donc on a la chance d'avoir Madame l'architecte qui est là, et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je crois qu'on est tous convaincus par la qualité architecturale du bâtiment, son intégration dans le paysage, toute cette ossature bois, cet habillage, cette ouverture vers l'extérieur, le fait que le dedans et le dehors soient partagés. Aujourd'hui, on en est la meilleure preuve. Alors peut-être qu'on est un peu plus chaud quand on est là que quand on est dehors, mais voilà, malgré tout, c'est quand même agréable d'avoir cette vue lointaine. Les entreprises qui ont participé aux travaux, et puis toute la partie scénographie, parce que forcément, lorsqu'on est dans une maison de pays, dans un centre d'interprétation, la dimension muséographique, scénographique est importante. Donc je voulais mettre en avant toutes ces personnes, et notamment Monsieur Guinbeau, qui nous a fait ces films, à la fois ce film d'une vingtaine de minutes, là, qui est accessible derrière, et puis les deux petits films un petit peu plus courts qu'on peut consulter sur les bornes qui sont là. Donc félicitations à vous, à la fois pour la qualité des images qui ont été captées, l'écriture. Alors l'écriture, c'est un travail collaboratif avec Aurélien, et le montage, et ainsi de suite. C'est important de mettre tout ça en avant. Je voudrais évidemment remercier les financeurs. C'est un équipement, alors parfois on me dit, ouais, ça coûte combien votre truc? Ça coûte un petit peu moins de 700 000 €, dont 20% à charge de la Comcom, ce qui veut dire, voilà, que grâce à l'État, grâce à l'Europe, grâce à la région, grâce au département, qu'ils en soient vivement remerciés, eh bien,
il y a un reste à charge qui est assez faible pour la communauté de communes et je le répète, à une période où les gens disent oui, les impôts, ça sert à quoi? Ça sert aussi à ça et c'est important. Voilà, je voudrais juste terminer mes propos en rappelant alors un proverbe chinois qui en gros dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, on ne plante pas forcément un arbre. Je pense qu'on fait peut-être mieux que de planter un arbre en inaugurant ce bâtiment. Alors peut-être aurait-il fallu le faire il y a déjà très longtemps, mais c'est important qu'on le fasse aujourd'hui, et je crois que ça va s'inscrire de manière importante et durable dans le paysage local, de manière à être un élément qui nous aide à sensibiliser nos concitoyens à la préservation de la planète, et ça je crois que c'est un objectif qu'on peut partager de manière collective. Voilà. Merci à vous.